Le matin de son 50e anniversaire, Danielle Colby était assise seule dans une voiture et a enregistré une vidéo qui a immédiatement attiré l'attention de milliers de personnes en ligne. Le message n'a duré que 11 secondes, mais le poids derrière ces mots portait la douleur de 15 années qui avait lentement remodelé sa vie. En regardant la caméra, elle a admis que tout autour d'elle semblait s'être effondré. Pour beaucoup de gens, avoir 50 ans est censé être le début d'un nouveau chapitre. Mais pour Danielle, c'était comme si elle se trouvait parmi les ruines de tout ce qu'elle avait passé des années à construire. Ce qui a rendu ce moment si déchirant n'était pas simplement ce qu'elle avait dit, mais tout ce qui s'était passé avant qu'elle ne le dise. Le public a vu une personnalité de la télévision, une femme d'affaires prospère et un visage familier de l'une des séries de télévision par câble les plus reconnaissables. Ce qu'ils n'ont pas vu, ce sont les sacrifices personnels, les pertes émotionnelles, les relations ratées, les problèmes de santé et les années passées à porter des fardeaux qui apparaissent rarement à l'écran. Au moment où elle a atteint cet anniversaire marquant, le coup de se présenter constamment à tout le monde était devenu impossible à ignorer. Bien avant que les téléspectateurs ne connaissent son nom, Danielle Colby avait déjà vécu plusieurs vies différentes. Elle a grandi à Davenport, dans l'Iowa, au sein d'un foyer strict de témoins de Jéhovah, où les attentes étaient clairement définies et où la liberté personnelle passait souvent après l'obéissance. L'environnement lui a donné une structure, mais il lui a également laissé le désir d'une vie qui lui semblait plus grande, plus créative et plus authentiquement la sienne. Finalement, elle s'est éloignée de la foi, choisissant un chemin incertain, mais indéniablement le sien. Son voyage l'a conduite à Chicago, où elle a découvert un monde complètement différent de celui qu'elle avait connu en grandissant. Là, elle s'est impliquée dans le roller derby, rejoignant une équipe appelée les Big Mouth Mickeys, et se lançant dans ce sport avec la même détermination qu'elle apportera plus tard dans tous les autres chapitres de sa vie. Pendant 3 ans, elle a concouru de manière agressive, profitant de l'intensité physique et émotionnelle de ce sport. Mais les blessures se sont accumulées et son corps a fini par la forcer à s'éloigner de quelque chose qu'elle aimait. Parfois, les moments qui changent une vie arrivent sans prévenir. Pour Danielle, ce moment est survenu lorsqu'elle a assisté à un spectacle burlesque mettant en vedette la comédienne Margaret Cho aux côtés du légendaire artiste Satan's Angel. Assise dans le public, elle a senti quelque chose s'éveiller en elle, un sentiment de possibilité qu'elle n'avait jamais connu auparavant. Ce n'était pas simplement un divertissement qu'elle regardait, c'était l'expression de soi, la confiance, la créativité et la liberté, le tout réuni dans une performance inoubliable. Cette nuit-là a semé une graine qui finirait par devenir une toute nouvelle identité. De retour aux Quad Cities, Danielle crée sa propre troupe burlesque appelée Burlesque le Moustache, réunissant un groupe de femmes partageant sa passion pour la performance et l'expression artistique. Sous le nom de scène Dani Diesel, elle a développé une réputation qui s'étend bien au-delà de sa communauté locale. Elle ne cherchait pas à devenir célèbre. Elle construisait un endroit où elle pourrait enfin devenir elle-même. Parallèlement, elle lance une boutique de vêtements vintage appelée 4 Miles de Memphis. Opérant d'abord dans l'Iowa, puis s'étendant dans le quartier de Wicker Park à Chicago, l'entreprise reflétait son amour de l'histoire de la mode et des trésors oubliés. Chaque article qu'elle vendait portait une histoire et chaque client qui franchissait la porte entrait dans un monde qu'elle avait soigneusement créé. Pourtant, construire ce rêve a nécessité un travail sans fin, des risques financiers et des sacrifices personnels. Tout cela s'est produit alors que Danielle élevait 2 enfants et naviguait dans les réalités complexes de l'âge adulte. Elle a vécu des mariages qui ont commencé avec de l'espoir, mais qui se sont finalement terminés par un chagrin. Elle a équilibré la maternité, la propriété d'une entreprise, les activités artistiques et l'incertitude financière, assumant souvent des responsabilités qui auraient accablé de nombreuses personnes. Malgré tout cela, elle a continué à avancer parce qu'arrêter n'était tout simplement pas une option. Finalement, la boutique a fermé ses portes, rejoignant la longue liste de choses que Danielle avait travaillé dur pour construire avant de les voir disparaître. Pourtant, une chose refusait de mourir. Le burlesque est resté. Malgré chaque revers, chaque déception et chaque perte personnelle, son lien avec la performance a survécu. C'est devenu l'une des rares constantes dans une vie qui semblait souvent définie par le changement. Au moment où Mike Wolf est entré dans son histoire de manière significative, Danielle avait déjà toute une vie d'expérience derrière elle.
Leur première rencontre avait eu lieu des années plus tôt lors d'un vide-grenier où Mike avait acheté une lampe qu'elle envisageait. C'était un petit moment qui aurait facilement pu être oublié, mais qui est devenu le début d'une amitié qui allait finalement changer leur vie. Ce qui a commencé comme un bref échange s'est transformé en années de confiance, de collaboration et de respect mutuel. Lorsque Mike lui a proposé un emploi pour l'aider à gérer l'archéologie antique, Danielle n'a pas immédiatement sauté sur l'occasion. Elle avait déjà ses propres ambitions et projets créatifs. Mais après avoir passé des années à l'aider à développer son entreprise, elle est devenue l'une des personnes les plus importantes de sa vie professionnelle. Bien avant l'arrivée des caméras, elle contribuait déjà à jeter les bases de ce qui allait devenir American Pickers. Lorsque la série a été créée en janvier 2010, peu de gens auraient pu prédire quel succès elle connaîtrait. Attirant presque immédiatement près de 4 millions de téléspectateurs, le simple concept est devenu un phénomène culturel. Le public a découvert Danielle en tant que chef de bureau tatoué qui suivait les pistes, gérait la logistique et maintenait l'opération pendant que les cueilleurs parcouraient le pays. Pourtant, les téléspectateurs ont vite compris qu'elle était bien plus qu'un personnage secondaire. Au fil des années, son rôle s'est considérablement élargi. Elle a dépassé le cadre du bureau et est devenue partie intégrante de la narration elle-même. En portant à l'écran sa passion pour la mode vintage, l'histoire du burlesque et les trésors culturels méconnus, elle a contribué à créer des moments qui ont donné au spectacle une personnalité unique. Les fans se sont connectés à son authenticité parce qu'elle ne s'est jamais sentie fabriquée ou scénarisée. En dehors de la télévision, elle a continué à construire une vie qui existait indépendamment du succès de la série. Elle a joué le rôle de Danny Diesel, a élargi ses projets créatifs et a développé une clientèle fidèle de personnes qui l'admiraient pour des raisons qui n'avaient rien à voir avec American Pickers. Son identité lui appartenait pas à une chaîne de télévision. Cette indépendance est devenue de plus en plus importante à mesure que la série elle-même entrait dans l'une des périodes les plus difficiles de son histoire. Au début, il y avait 3 personnages centraux, Mike Wolfe, Danielle Colby et Frank Fritz. Ensemble, ils formaient une dynamique qui semblait authentique, imparfaite et accessible. La présence de Frank a donné au spectacle une grande partie de son humour et de son charme, créant une énergie axée sur l'amitié que le public a immédiatement adoptée. Pendant des années, le trio a semblé inséparable. Puis, lentement, presque sans avertissement, cette fondation a commencé à s'effondrer. Les relations qui avaient survécu à d'innombrables voyages, accords commerciaux et années de production télévisuelle sont devenues tendues. Ce qui a rendu la situation particulièrement douloureuse, c'est qu'il n'y a jamais eu un seul moment clair où tout s'est effondré. Au lieu de cela, la distance s'est progressivement creusée jusqu'au jour où les gens ont réalisé que les choses n'étaient plus les mêmes. Le départ de Frank Fritz de la série s'est produit dans le silence et la confusion. Une saison, il était là, puis tout à coup, il est parti. Les fans attendaient des explications qui ne sont jamais venues complètement. Les rumeurs se sont propagées, les questions se sont multipliées et les spéculations ont comblé le vide, laissé par l'absence de réponse claire. Lorsque Frank a fini par parler publiquement sa version des événements, a brossé un tableau douloureux. Il a affirmé que la communication entre lui et Mike avait été interrompue bien avant que les téléspectateurs ne se rendent compte qu'il y avait un problème. Il a laissé entendre que les décisions avaient été prises sans lui et qu'il s'était senti isolé pendant certaines des périodes les plus difficiles de sa vie. L'interview a choqué les fans car elle remettait en question tout ce qu'ils pensaient savoir sur l'amitié au cœur de la série. Danielle a choisi de ne pas rester complètement silencieuse. Publiquement, elle a exprimé son soutien à Mike, le décrivant comme son meilleur ami et une figure fraternelle qui faisait partie de sa vie depuis des années. En même temps, elle a reconnu les difficultés de Frank et a exprimé l'espoir qu'il recevrait l'aide dont il avait besoin. Ses commentaires ont révélé à quel point la situation était devenue émotionnellement compliquée, car la loyauté et la compassion entrent rarement dans des catégories simples. Les années qui ont suivi n'ont fait qu'aggraver la tragédie. Frank a dû faire face à de graves problèmes de santé, notamment à un accident vasculaire cérébral dévastateur qui a radicalement changé sa vie. Autrefois connu pour son humour et sa personnalité plus grande que nature, il s'est soudainement retrouvé face à des obstacles qu'aucune détermination ne pouvait facilement surmonter. L'homme que les téléspectateurs avaient regardé pendant des années menait désormais des batailles bien plus importantes que la télévision. Lorsque Frank a subi son accident vasculaire cérébral, les blessures émotionnelles entre les personnes impliquées sont devenues encore plus difficiles à surmonter.
Différents récits ont émergé, différents souvenirs ont fait surface, et différentes versions de la même histoire ont continué à coexister. Il n'y avait pas de méchants faciles, ni de héros simples. Il n'y avait que des gens qui portaient des années de douleurs non résolues. Frank a passé ces dernières années à faire face aux conséquences de sa crise de santé, s'appuyant fortement sur ses soignants et ses amis proches. La communication est devenue difficile. L'indépendance est devenue limitée. La liberté qui avait autrefois défini sa vie a lentement disparu, remplacée par des défis quotidiens que la plupart des téléspectateurs n'ont jamais pleinement compris. Le décès de Frank Fritz, le 30 septembre 2024, à l'âge de 60 ans, a marqué la fin d'un chapitre qui a marqué la vie de toutes les personnes impliquées. Mike Wolf a partagé la nouvelle publiquement, réfléchissant à une amitié qui a duré plus de la moitié de sa vie. Cette déclaration portait le poids de souvenirs partagés, de conversations inachevées et d'émotions qui ne pourront jamais être complètement résolues une fois que quelqu'un est parti. Pour Daniel, cette perte s'ajoute à des années de lutte personnelle, de changement professionnel et d'épuisement émotionnel. Au moment où elle s'est assise dans cette voiture pour son 50e anniversaire, elle n'était pas du tout en deuil. Elle pleurait plusieurs choses à la fois. Amitié perdue, opportunités perdues, relations ratées, entreprises disparues, identité changeante et prise de conscience que le temps avance, que les gens y soient prêts ou non. C'est pourquoi ces 11 secondes m'ont semblé si puissantes. Ce n'était pas simplement une réflexion d'anniversaire. C'était la voix de quelqu'un qui revenait sur 15 années de sacrifice et se demandait ce qui restait après tant de dons. Pourtant, même dans cette tristesse, il y avait autre chose, la survie. Parce que malgré tout ce qu'elle avait perdu, Daniel Colby était toujours là, toujours debout, racontant toujours son histoire, même lorsque l'histoire faisait mal à raconter. Daniel a publié son propre hommage. Elle a dit que son rire, son amour des tatouages, ses collections et les moments où il baissait sa garde et était vulnérable avec elle lui manqueraient. Elle l'a appelé son chien de route et lui a dit de reposer en paix. Des mois plus tard, elle a déclaré qu'elle aimait le plus passer du temps avec lui avant que la dépendance ne s'installe. Après cela, elle a dit que c'était très difficile, mais qu'elle n'avait jamais cessé d'aimer qui il avait été. Pendant que tout cela se déroulait en public, Daniel n'avait rien dit sur ce qui arrivait discrètement à son propre corps. Malade et toujours présent. Pendant la course d'American Pickers, Daniel était aux prises avec un problème médical qu'elle gardait principalement pour elle. Cela a commencé par une douleur qu'elle a essayé de gérer sur le plateau. Des saignements irréguliers et incontrôlables, un inconfort physique constant qui rendait son travail plus difficile que quiconque l'aurait deviné. Elle en avait parlé en privé à Laetitia Klein, qui était à l'époque en couple avec Mike. Laetitia l'a poussée à consulter un médecin. Daniel a trouvé une gynécologue, s'est soumise à plusieurs examens et a reçu un diagnostic qui expliquait tout ce avec quoi elle vivait. Elle avait des fibromes utérins, des excroissances non cancéreuses qui étaient devenues si volumineuses et si avancées qu'une biopsie n'était même pas possible avant l'opération. Il fallait que les fibromes sortent. Et à cause de la gravité de la situation, son utérus a dû sortir avec eux. Elle savait qu'elle n'allait pas bien depuis environ 3 ans, avant que quiconque extérieur à son entourage le plus proche n'en sache quoi que ce soit. Les fibromes avaient grossi pendant tout ce temps. Avant l'opération, son médecin lui faisait venir des perfusions de fer 2 fois par semaine, juste pour la stabiliser suffisamment pour qu'elle puisse opérer. En octobre 2022, elle a subi une hystérectomie complète. Elle l'a annoncé publiquement. Postée de l'hôpital avec un masque chirurgical, brandissant une tasse de café Dunkin', reconnaissant et épuisée à la fois. La guérison a été pire qu'elle ne l'a admis à l'écran. Elle a écrit sur Patreon qu'elle avait complètement perdu son envie de travailler, que c'était une période émotionnellement éprouvante et que son corps ne coopérait pas avec le rythme qu'elle voulait maintenir. 1 an plus tard, elle le décrivait encore écrivant qu'il y avait eu une lourdeur, une tristesse toute l'année après l'hystérectomie. Qu'elle s'était appuyée sur des amis pour s'en sortir. La biopsie est revenue propre, pas de cancer. Elle est revenue au spectacle comme si de rien n'était. Puis en décembre 2023, la douleur est revenue différente cette fois. Elle l'a décrit comme une douleur incroyable au visage, à la mâchoire, aux oreilles, au cou, au bras et à la main du côté droit. Le diagnostic était un cas grave de névralgie du trijumeau, une maladie qui envoie des ondes de choc électrique douloureuses à travers votre visage
déclenchée par quelque chose aussi petit que se brosser les dents ou se maquiller, et une tumeur au visage en était la cause. Elle a annoncé l'opération le jour même où elle l'a subie. Quelques jours plus tard, elle a posté que la douleur dans tout son corps, qui l'empêchait de faire tant de choses, avait presque disparu, ne représentant plus que 2 ou 10% de ce qu'elle était auparavant. Elle reprit ses esprits, revint sans rien dire sur la proximité des bords. Pour la première fois depuis 2 ans, son corps lui appartenait à nouveau. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que la pire semaine de sa vie était sur le point de commencer. Marié lundi, deuil vendredi. Daniel et Jeremy Shush se connaissaient depuis 10 ans avant de se marier. Il avait été là à travers les fibromes, l'opération, le chagrin stable, et sans chercher de crédit pour cela. Le mariage a eu lieu en février 2024 à Porto Rico, l'île où ils avaient tous deux élu domicile. La cérémonie s'est déroulée au bord d'une montagne. Elle portait une robe d'eau nu bleu poudré avec un bouquet coloré sauvage et un casque complexe. Jeremy portait un costume bleu plus foncé. Après tout, les opérations chirurgicales, le chagrin, les années passées à construire quelque chose à partir de rien, cette semaine leur appartenait enfin. Elle en a parlé par la suite. Avec des mots qui ne ressemblaient pas à ceux d'une personne accomplissant le bonheur, elle a écrit que debout, au bord de cette montagne entourée des gens qu'elle aimait, elle était la plus heureuse qu'elle ait jamais été de sa vie. Cette même semaine a été pleine de moments qu'elle ne pouvait pas expliquer, de petites choses qui se produisaient sans cesse. Une chaleur qu'elle ne pouvait pas expliquer, comme s'il y avait quelqu'un qui n'était pas dans la pièce. Ce quelqu'un était Papa John Shook, le père de Jeremy. Il n'avait pas pu voyager. Il était à des milliers de kilomètres en train d'essayer de guérir. Et donc la semaine du mariage s'est déroulée sans lui, mais Danielle a dit qu'elle le sentait, de toute façon, dans les couchers de soleil, dans les moments de chaleur, dans la texture des choses qu'elle ne pouvait pas pleinement expliquer. Pendant plus de 40 ans, John Shook jouait le rôle du Père Noël auprès des enfants de sa communauté. Il est décédé d'un cancer le 19 février 2024 à 70 ans, 5 jours seulement après le mariage. Les jeunes mariés ont pris l'avion de Porto Rico à Kansas City avant la fin de la journée. Daniel l'a annoncé publiquement un mardi avec une photo d'elle et Jeremy assis sur un porche avec ses parents. Papa John était là à côté d'eux, leur petit chien dans les bras. Personne sur cette photo ne savait que ce serait la dernière. Son hommage fut long. Elle a décrit la première fois où elle l'a rencontré. Dans un hangar d'avion, il s'était transformé en pôle Nord pour un enfant en phase terminale. Il l'avait fait pour offrir à cet enfant un vrai Noël. Elle disait qu'il était ce genre de personne, quelqu'un qui profitait des occasions spéciales, non pas pour lui-même, mais pour donner quelque chose à ceux qui en avaient le plus besoin. Elle a écrit qu'il lui avait fallu des années pour s'ouvrir pleinement à lui, et que certains de ses plus beaux souvenirs étaient ceux qu'ils avaient créés une fois qu'elle l'avait fait. Elle a écrit qu'il avait été douloureux d'avancer dans le mariage, sachant qu'il n'était pas assez bien pour être là. Elle et Jeremy en avaient pleuré plus d'une fois au cours de la semaine. Et pourtant, tout autour d'eux était plein de moments qui lui ressemblaient. Elle a terminé l'hommage en lui disant de se reposer. Jeremy a posté séparément. Il a partagé une photo d'enfance de lui-même, petit garçon vêtu d'une veste rouge, debout dans la cour, avec une version beaucoup plus jeune de son père. Il a écrit que John Shook était le meilleur père qu'il aurait jamais pu rêver et qu'il avait le cœur brisé. Dans les commentaires, il a ajouté qu'il était reconnaissant d'avoir la meilleure épouse à ses côtés. Daniel a répondu à son commentaire. Son cœur lui faisait mal, lui, et sa famille, a-t-elle écrit. Papa John lui avait appris à rendre service, à garder de l'espace pour les autres. Elle a dit qu'elle le sentait partout, surtout quand elle était à côté de Jeremy. Elle avait enterré son beau-père. Elle avait épousé l'homme qu'elle aimait, et son corps n'en avait pas encore fini avec elle. Elle avait survécu à tout cela. Alors pourquoi s'est-elle retrouvée assise dans une voiture le jour de son 50e anniversaire, disant à des inconnus qu'elle ne savait pas ce qui allait suivre 50 et retour à zéro? Le 3 décembre 2025 marquait le 50e anniversaire de Daniel. Elle a filmé un vlog de la journée, un petit déjeuner avec Jeremy, quelques cadeaux, rien de mise en scène ni d'élaboré. Puis, au milieu de la vidéo, elle a raconté à ses abonnés quelque chose qu'elle venait de découvrir elle-même. American Pickers était terminé. Elle l'a dit clairement assise dans la voiture avec Jeremy. Elle ne savait pas ce qui allait se passer. Elle ne savait pas comment elle allait faire fonctionner les choses financièrement.
Elle venait d'avoir 50 ans et elle le disait à la caméra de son téléphone dans une voiture le jour de son anniversaire parce que personne sur le réseau ne l'appelait pour le lui dire. Elle avait passé 15 ans dans la série. C'était ses revenus, sa structure, ce qui donnait forme à tout le reste. Et maintenant, c'était parti. Sans American Pickers, elle n'avait pas de revenus stables. Elle venait d'ouvrir un musée, le Ecclesiast Arts Museum, au 322 Brady Street, au centre-ville de Davenport. Les objets à l'intérieur étaient une accumulation de plus de 20 ans de sa propre collection personnelle. Son fils Miles avait aidé à construire les contre-marches. Sa fille Memphis avait peint. Jérémy avait construit l'espace avec eux. La star internationale du burlesque Minnie Tonka est venue de New York pour enseigner lors de l'ouverture. C'était la seule institution de ce type qui restait aux États-Unis. Le Burlesque Hall of Fame Museum de Las Vegas avait fermé ses portes en juillet 2025, 4 mois avant l'anniversaire de Danielle. Elle était désormais la dernière dépositaire de l'histoire entière d'une forme d'art. Et elle était assise dans une voiture ne sachant pas comment la payer. Elle a demandé de la chance à ses abonnés. History Channel a confirmé que les épisodes existants seraient diffusés jusqu'en 2026 et qu'aucun nouvel épisode n'était en production. Mike a présenté une nouvelle exposition personnelle intitulée History's Greatest Picks avec Mike Wolf, lancée en février 2026. Le spectacle était en train d'être restructuré autour du nouveau projet de Mike plutôt que de s'arrêter complètement. 2 jours après son message d'anniversaire, Mike l'a appelé et lui a rappelé que le spectacle n'était jamais complètement terminé. Il se passait encore des choses. Et son commentaire provenait davantage de la perte de son salaire que d'une quelconque annonce officielle. Elle est revenue sur Instagram et est revenue. Elle a précisé. Mais aucune précision n'a changé ce que montrait cette vidéo. Une femme de 50 ans assise dans une voiture le jour de son anniversaire sans réponse et sans appel. Dans cette deuxième vidéo, elle parlait de ce que 18 années avec Mike lui avaient réellement appris, qu'on peut rester en conflit avec quelqu'un sans détruire la relation que l'opposition et la collaboration peuvent exister en même temps. Elle l'appelait l'un de ses meilleurs amis. Leurs familles étaient trop liées, dit-elle, pour se séparer complètement. Le 30 et 1 décembre 2025, elle s'est produite au théâtre Adler de Davenport dans le rôle de Dani Diesel, la reine de la rouille, animant un spectacle burlesque du Nouvel An pour une foule venue spécialement pour la voir. Elle venait d'avoir 50 ans. L'émission L'Autre avait disparu. Et elle avait toujours du monde, 15 ans. Et l'appel lui annonçant que c'était fini est arrivé le jour de son anniversaire, pas avant. Alors, où est-ce la frontière entre la fidélité et l'habitude ? Et puis, 2 mois après la fin du spectacle, Mike a lancé son propre projet solo sans Danielle. Après 18 ans, était-elle sa meilleure amie ou son plan de secours ? Partagez vos réflexions avec nous dans la section commentaires. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour en savoir plus. Cliquez également sur la vidéo suivante qui s'affiche sur votre écran, vous l'apprécierez.